Économie le Max sur i24 News, merci d'être avec nous. Au sommaire aujourd'hui, rendez-vous en Tunisie, 3 ans après la révolte et la chute du régime Ben Ali. Beaucoup de Tunisiens, les jeunes en particulier, ont le sentiment que le contrôle de leur économie leur échappe. Chômage et déficit sont au plus haut. Comment faire revenir les investisseurs? Enquête autour d'un projet de raffinerie de gaz dans un instant. Et puis J-7 au Japon avant la fameuse hausse de la TVA, une mesure aussi impopulaire qu'inédite du côté de Tokyo, puisque c'est une première en 17 ans. Le gouvernement prend le risque de freiner la reprise. En attendant, les Japonais prennent d'assaut, vous le verrez, les magasins pour acheter moins cher avant le 1er avril. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le point d'abord sur l'essentiel de l'actualité économique du jour. On commence en Russie où les effets négatifs de la crise ukrainienne se font sentir plus rapidement que prévu. Pour le premier semestre de cette année, la fuite des capitaux pourrait atteindre 65 à 70 milliards de dollars, plus que le total de 2013. En janvier et février, le chiffre s'élève déjà à 35 milliards. C'est le vice-ministre russe du développement économique, Andrei Klepach, qui a reconnu tout à l'heure que les tensions entre Moscou et l'Occident accélèrent cette tendance. Il évoque aussi un risque de croissance nulle et une inflation aggravée par la faiblesse du rouble. Hier, les Européens ont confirmé l'annulation du sommet du G8 prévu à Sochi au mois de juin. Il est remplacé par un G7 à Bruxelles et sans la Russie. Tant que l'environnement politique n'est pas propice pour un sommet du G8, comme c'est le cas actuellement, il n'y aura pas de G8. Concernant les sanctions, nous autres Européens avons un plan en 3 phases qui indique clairement que nous sommes actuellement en phase 2. Mais nous nous préparons à la phase 3. Voilà, déclaration faite hier donc à La Haye, et François Hollande était présent lui aussi aux Pays-Bas pour le sommet international sur la sécurité nucléaire. Le président français a proposé la création d'un groupe d'exportateurs de matériaux radioactifs pour renforcer la traçabilité de ces matériaux et assurer également le retour des matières usagées dans leur état d'origine. François Hollande qui recevra mercredi à Paris son homologue chinois Xi Jinping avec l'espoir de contrats importants, notamment pour Airbus, et d'un coup d'accélérateur aux échanges entre Paris et Pékin. Un accord de libre-échange, un de plus, ça se passe en Amérique centrale. Les présidents mexicains et panaméens ont signé hier à Mexico un nouvel accord de coopération, assorti d'un engagement à entamer des discussions en vue donc de l'instauration d'un système de libre-échange. Alors Panama n'est que le 11e partenaire commercial du Mexique sur le continent, mais ce petit pays connaît un essor important grâce notamment aux investissements mexicains. L'objectif pour lui est désormais d'intégrer l'Alliance du Pacifique. Nous avons signé un accord en vue d'un libre-échange entre le Panama et le Mexique. Il sera d'une grande utilité pour les deux pays. Nous sommes certains que cet accord de libre-échange entraînera une hausse du tourisme et de l'investissement et améliorera la qualité de vie dans les deux pays. Voilà, on reste en Amérique latine avec cette mauvaise nouvelle pour le Brésil qui voit sa note de crédit dégradée par Standard & Poor's. Du triple B, Brasilia passe au triple B-. L'agence pointe du doigt une croissance affaiblie et un dérapage budgétaire. 1,8% attendu pour la croissance cette année, 2% l'an prochain, contre 2,3% en 2013. Le déficit public devrait lui se creuser à 3,9% du PIB. Récemment, le pays a subi un mouvement important de reflux de capitaux qui a fait plonger sa monnaie. La dette brésilienne appartient désormais à la catégorie spéculative, celle des investissements risqués. Et puis un mot de l'Afrique du Sud, où la grève dans les mines de platine dure maintenant depuis plus de 2 mois. Elle a fait perdre aux 3 premiers producteurs mondiaux près de 10 milliards de rands, 667 millions d'euros. C'est la viabilité des puits qui serait aujourd'hui menacée, selon le patronat, qui affirme que cette situation dégrade fortement la vie sociale dans les zones situées autour de ces mines. Les négociations sont actuellement suspendues avec les 80 000 grévistes qui réclament toujours le doublement du salaire de base. Notre premier dossier consacré à la Tunisie, la stabilité politique et sécuritaire est-elle vraiment de retour? Mehdi Djoma, le Premier ministre, a tenté ces derniers jours de persuader ses partenaires du Golfe que la Tunisie est redevenue un endroit sûr pour investir. Mêmes efforts auprès de l'Europe, du FMI, de la Banque mondiale. Bref, 3 ans après la chute de Ben Ali, Tunis a plus que jamais besoin de fonds et de projets aussi, notamment gaziers, pour offrir enfin du travail à une jeunesse désabusée. Vous allez le voir, illustration à Tataouine avec Anthony Lesme. La Tunisie s'impatiente. L'économie est toujours moribonde et le marché de l'emploi reste difficile d'accès, en particulier pour les jeunes diplômés où le taux de chômage atteint toujours les 30%. À Tataouine, dans le sud du pays, la situation ne s'améliore pas.
Les sit-ins et les grèves s'enchaînent. L'État est une poupée contrôlée par les grandes entreprises. Il sert de décor. Ces entreprises prennent les décisions et l'État les respecte. Depuis le 10 mars, ces jeunes gens squattent le bitume. Ils demandent du travail et protestent contre un État incapable de subvenir à leurs besoins. Un projet de raffinerie gazière devait redonner vie à une région en souffrance, mais l'État a revu ses plans. Notre vrai combat est maintenant de s'assurer que ces projets deviennent réalité. Entre 2000 et 3500 emplois pourraient être créés dans cette ville qui a un taux de chômage élevé. Il y a des projets d'installation de 8 à 10 usines travaillant dans le plâtre, le ciment, briques rouges et la création d'une zone industrielle de 135 hectares. Ces jeunes chômeurs souhaitent que le projet du gaz du Sud soit entièrement réalisé à l'intérieur de leur province. Ils trouvent absurde que la production et le transport du gaz se fassent à Tataouine, alors que le traitement d'usine qui offre le plus d'emplois se fasse à Gabès, plus au nord. Nous ne sommes pas en train de mendier, nous demandons juste nos droits. Nous ne cherchons pas à justifier le régionalisme et nous ne faisons rien pour provoquer des problèmes entre les citoyens. Cette tension économique était à l'origine de la révolution en 2011. 3 ans plus tard, la Tunisie souffre des mêmes symptômes. Le pays a perdu un point de croissance en 2013 et prévoit pour 2014 un déficit budgétaire record de 3,5 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 12% de son PIB. Si la Banque mondiale et l'Europe mettent la main au portefeuille, le peuple s'impatiente et demande des résultats. Point positif, le vote de la Constitution a semble-t-il stabilisé le gouvernement et éloigné la menace terroriste. Voilà du mieux pour la Tunisie sur le front sécuritaire, mais beaucoup d'incompréhension. On l'aura remarqué autour de ce projet Gaz du Sud qui vise à extraire du gaz à Tataouine, mais à le transformer à Gabès, plus au nord. Pour beaucoup, c'est un coup dur pour l'emploi à Tataouine. Nous rejoignons par téléphone Elie Trabelsi, membre du bureau exécutif du parti tunisien Nida Tounes. L'appel de la Tunisie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous partagez le constat ou l'opinion plutôt du gouvernement tunisien ? La Tunisie redevient un endroit sûr et donc apte aux investissements directs étrangers. Je pense que oui, mais il faut que Mehdi Joma, aujourd'hui, il doit nous donner des chiffres plus exacts, parce que dès qu'il est arrivé au pouvoir, 45 jours après, donc il est passé à la télé, il nous a donné des chiffres qui font peur, par exemple le déficit tunisien. Il nous a dit qu'en 2014, il n'y aura pas d'embauche dans le secteur public. Il nous a demandé aussi de ne pas faire des grèves pour permettre à la Tunisie de revenir et de remonter comme avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la situation sécuritaire a un impact négatif sur la situation économique. La population attend aujourd'hui de voir que la police aujourd'hui elle a plus les maniers qu'avant et que elle cherche les armes qui sont partout dans tout le pays. Alors économiquement, de quelles options justement dispose Tunis aujourd'hui pour relancer l'emploi, notamment pour les jeunes ? On a parlé du gaz dans le sujet. Vous pensez qu'il y a urgence pour les autorités, tout pour l'emploi, sous peine d'une nouvelle révolte peut-être ? Oui, parce qu'aujourd'hui, quand la Tunisie elle n'a pas de ressources, donc c'est vrai qu'il y a une tournée de Premier ministre qui est parti au Pays de Golfe. Cette visite qui n'a rien donné parce que les pays du Golfe aujourd'hui ils veulent prêter à la Tunisie pour investir, pour qu'après ils peuvent récupérer leur argent, pas pour payer les salaires. Donc la Tunisie aujourd'hui, pour s'en sortir, elle a besoin d'investissement et d'un plan pour réduire les dépenses publiques après une phase de dépenses menée auparavant. Ouais. Et l'aide internationale, selon vous, elle vous semble indispensable malgré les réticences d'une partie de la population ? Je n'ai pas compris la question, excusez-moi. L'aide internationale, selon vous, elle est indispensable aujourd'hui pour la Tunisie ? L'aide internationale, elle est indispensable, bien sûr, pour que le pays ne retombe pas dans une guerre civile. L'Europe et les États-Unis aujourd'hui sont derrière le gouvernement Mehdi Joma. Mais Mehdi Joma aujourd'hui, il faut qu'il fasse des énormes changements dans ses chefs de cabinet qui n'ont pas été changés encore quand il y a eu le changement de gouvernement qui sont proches du parti islamiste. En 2 mots, Elie Trabelsi, la priorité aujourd'hui, c'est vraiment de renforcer l'attractivité du pays, donner des garanties sécuritaires et politiques. Oui, bien sûr. Donc, les investisseurs aujourd'hui cherchent une vraie sécurité en Tunisie et cherchent qu'il y a des démocrates qui arrivent au pouvoir pour pouvoir rester et investir.
Merci Elie Trabelsi d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Allez, second dossier du jour. Au Japon, le niveau de la TVA est loin des standards européens. 5%, c'est le taux en vigueur depuis 1997. Alors Shinzo Abe, le chef du gouvernement, a décidé de le porter à 8% à compter du 1er avril. Le but, sauver le système de protection sociale d'un pays qui vieillit, on sait. Alors est-ce au prix de la reprise économique? La réponse est sans doute donnée ces jours-ci par les Japonais eux-mêmes. Ils se ruent vers les grandes surfaces avant une baisse de la consommation quasi inévitable. Johanna Citruc. Le mot d'ordre est simple, acheter. Acheter avant le 1er avril, avant la hausse de 3 points de la taxe sur la consommation. Résultat, les magasins japonais sont pris d'assaut par des consommateurs prêts à tout pour dénicher la bonne affaire. Je suis venue acheter un réfrigérateur, un autocuiseur et une bouilloire. Si le Premier ministre Shinzo Abe a décidé de relever la taxe sur la consommation de 5 à 8%, c'est pour sauver le système de protection sociale du pays sans le ruiner davantage. La dette publique dépasse 200% du PIB. C'est un record parmi les pays industrialisés. Mais pour amortir le choc de cette taxe, le gouvernement a invité les entreprises à revoir les salaires à la hausse. Le gouvernement Abe a appelé à une hausse des salaires. Et ce printemps, de nombreuses entreprises ont consenti à cet effort pour la première fois en 10 ans. Je pense que les salaires vont croître doucement, mais certainement de 3%. Cela va contribuer à atténuer les effets de la hausse de la taxe à la consommation, mais pas au point de l'annuler totalement. Reste qu'en taxant la consommation, le Premier ministre risque de freiner la reprise amorcée à son arrivée au pouvoir fin 2012. Après la hausse de la taxe, la demande va chuter brutalement. Une pratique courante des entreprises dans ce genre de situation est de mettre sur le marché de nouvelles gammes de produits pour enrayer la baisse des ventes. D'autres commerces, comme les chaînes de restauration rapide, décident de casser les prix juste après la hausse. La croissance japonaise pourrait atteindre 5% pour le premier trimestre, mais ensuite chuter en dessous de 4% pour les 3 mois suivants. Des scores tout à fait honorables dans le contexte actuel. Et on passe au Media Watch. La revue de presse avec l'Allemagne à la une fois n'est pas coutume. Alors il y aura l'an prochain, enfin, diront certains, un salaire minimum. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors un salaire minimum, oui, peut-être. Pas seulement des effets bénéfiques en tout cas. Oui, exactement. Un salaire minimum de 8,50 € de l'heure entrera en vigueur en Allemagne à partir de janvier 2015. Donc terminer les salaires de misère. Mais ça pourrait avoir des conséquences négatives sur certains secteurs. Par exemple, le secteur de la coiffure, qui est particulièrement réputé pour ses salaires qui sont assez faibles, a déjà pris un petit peu d'avance en instaurant un salaire minimum de 6,50 € de l'heure à l'Est et de 7,50 € de l'heure à l'Ouest. On peut donc observer les premières conséquences de cette hausse de salaire. Premièrement, tous les employeurs ne la respectent pas. D'ailleurs, un numéro vert doit être mis en place pour dénoncer les plus malhonnêtes. Deuxièmement, certains sous-déclarent le nombre d'heures et payent le reste au noir. D'après les estimations, 2 milliards d'euros, environ 2/3 du chiffre d'affaires du secteur échapperait au fiscalement chaque année. Et troisièmement, certains coiffeurs se retrouvent au chômage technique puisque les prix des prestations ayant augmenté pour compenser la hausse des salaires, les clients se font plus rares et certains employés sont forcés de travailler moins. Finalement, malgré tous les avantages que peut apporter un salaire minimum, il y a quand même certains inconvénients et dans ce cas précis, ça semble nuire à la consommation. Il faut donc espérer que cet impact s'estompera avec le temps et qu'il ne sera pas le même dans d'autres secteurs, des secteurs où les travailleurs sont généralement un petit peu sous-payés. Alors, autre titre, Johanna, un économiste français qui fait sensation. Son nom, Thomas Piketty, avec son livre « Le Capital au XXIe siècle », peut-être le livre de l'année, peut-être même de la décennie. Oui, c'est en tout cas ce que Paul Krugman a dit. Paul Krugman, c'est le prix Nobel de l'économie en 2008. Il a dit ça dans un de ses posts dans le New York Times. Alors pour lui, le livre de Thomas Piketty est même le document de référence en ce qui concerne la question des inégalités, à la fois les inégalités de revenus et les inégalités de richesse. Dans son ouvrage donc, qui s'appelle « Le Capital au XXIe siècle », il explique que la plupart des richesses sont détenues par une petite élite économique et que pour expliquer ces inégalités, il parle de retour au capitalisme patrimonial, c'est-à-dire le retour des richesses héritées. Aux États-Unis, par exemple, parmi les plus riches, 1% le sont grâce à leur salaire et 6% grâce à leur héritage. Et puis un mot de la polémique en France, Johanna, le président est allé voter au municipal en avion en Falcon. Oui, dimanche, c'était le premier
premier tour des municipales en France et pour aller voter à Tulle, François Hollande a dépêché un Falcon. Le coût du voyage est donc estimé à 9 200 €, alors qu'avant d'être président, il avait promis de privilégier le train à l'avion si jamais il était élu. Mais en juillet dernier, la Cour des comptes a publié un rapport sur les dépenses sur le budget de l'Élysée et le résultat est sans appel. Pour la première année du mandat de François Hollande, le coût de ses déplacements s'élève à 750 000 €. Il a pris 14 fois l'avion, 21 fois la voiture et seulement une fois le train. Pour autant, il ne faut pas lui en vouloir, ce n'est pas le premier et ça ne sera probablement pas le dernier non plus. Et puis il avait pris le train pendant la campagne, donc ça compte quand même. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Restez avec nous en attendant, l'information continue.